Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Dans la tête avec Dominique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attachement anxieux. Il va y avoir, vous allez remarquer que durant cette présentation, il va y avoir des similitudes euh, entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Les informations, je les ai pas mal toutes prises dans le même livre que la partie 1 de l'attachement évitant, c'est-à-dire celui de guérir des blessures d'attachement. On va faire comme avec l'autre vidéo. Nous allons commencer avec une première partie où c'est beaucoup plus général, puis on va aller dans une deuxième partie où on va aller un peu plus en profondeur, puis dans le comment qu'on peut travailler sur soi avec les blessures d'attachement anxieuses. Fait qu'en premier lieu, on peut pas définir, mais on peut caractériser un peu l'attachement anxieux comme c'était une amplification du négatif et une minimisation du positif. Ça concerne environ 20% de la population en général. Pour les anxieux, on se rappelle que les évitants, c'est à peu près 25% de la population. C'est des gens qui vont avoir un besoin de proximité pour être rassurés et réconfortés. Ils ont un besoin de sentir un soutien physique et psychique pour diminuer l'anxiété. C'est des gens qui n'ont pas vécu beaucoup d'expériences sécurisantes, protégées et de manière constante. Souvent, c'était des parents qui étaient vite débordés par leur propre vécu émotionnel et parfois trop protecteurs ou à transmettre où ils transmettaient dans leur comportement ou dans leurs paroles que le monde extérieur c'est un danger. Fait qu'inconsciemment, un peu, l'enfant développe des stratégies d'hyperactivation du système d'attachement. C'est ce qui va alerter les autres autour pour pouvoir recevoir de l'attention. Venez, comme un peu, venez me rassurer s'il vous plaît. Ils diront peut-être pas s'il vous plaît, là, mais bon. Puis toute distanciation est vécue de manière quand même assez difficile, que ce soit par texto, il répond pas assez vite, il répond juste pas, il est moins présent, il parle moins tout à coup, tout ça va faire en sorte que ça va déclencher chez la personne une anxiété. Quand la personne était enfant, pour pouvoir avoir cette attention-là, ça se peut qu'elle va utiliser, elle va crier, pleurer, parler fort, réclamer de l'attention, se coller à l'adulte. Ce qui fait que l'adulte va finir par céder, soit rapidement ou pas, mais il va finir par céder. Fait que l'enfant, lui, il enregistre qu'il obtient ce qu'il veut comme ça. Sauf que, en contrepartie, ce que ça crée chez l'enfant, chez la personne, c'est qu'il va avoir une espèce de vécu de colère. Puis ça, on va le voir un peu plus tard, quand même assez rapidement, mais ça va créer chez l'enfant, l'ado, de la colère qu'elle va un peu refouler. Fait que là, une fois adulte, cela ressemble à de... tu sais, en fait, la communication, ça va être une communication qui est intense, ça va être un flot de paroles continu, ça se peut qu'ils tournent en rond dans ce qu'ils disent, ce qui peut un peu décourager aussi les autres autour. Ça va être des gens qui sont très sensibles émotionnellement et ça va être des émotions très intenses, parfois un peu un mélange de beaucoup trop d'émotions. Mais la colère et l'anxiété, ça va être ceux qui vont un peu plus dominer. Les relations, ils vont être chargées émotionnellement. Ça va être des gens en relation qui c'est très important. La relation va être très importante et elle va être très investie. Souvent, la personne va vivre des déceptions aussi, comme si elle n'est jamais suffisante pour calmer l'apport intérieur. Donc, ça va créer une frustration. Cela va donner des sentiments, le sentiment à l'autre de ne jamais faire assez. Ils vont avoir un sentiment d'impuissance, de découragement. C'est ce qui va créer souvent probablement que le couple va se briser. Ils vont se dire dans leur tête que je peux pas répondre à tes besoins, je suis pas la personne qui est capable d'être là pour toi, c'est beaucoup trop, c'est trop intense, c'est trop si, je suis pas capable d'en faire pour toi, là je suis en train de m'oublier pour toi, moi je suis pas comme ça. Ça va être un peu ça que l'autre peut se dire. On s'entend que ça dépend du style d'attachement de l'autre, c'est ce qu'on va voir plus tard aussi.
Fait que dans la tête un peu de la personne qui vit un style d'attachement anxieux, ils vont se dire si je demande beaucoup à l'autre, je finirai par recevoir peu et en même temps, je suis en colère car ce n'est pas suffisant pour vraiment m'apaiser. C'est pas la pensée qu'il va y avoir exactement, mais ça va tourner un peu autour de ça. Et ça sera pas dans une phrase claire comme ça. Ça va être un peu plus diffus comme information, ça va être un peu plus difficile, ça va être moins accessible, moins clair et direct, mais c'est un peu ce qu'ils vont se dire dans leur tête. Ils vont vouloir que l'autre, ils vont avoir besoin de l'autre, ils vont que tout faire avec l'autre et en vouloir toujours plus. Fait qu'ils veulent être avec l'autre, ils veulent que l'autre soit là, ils veulent que l'autre prenne soin d'eux. Puis ils vont vouloir vraiment que toutes les activités, que leur temps soit toujours avec eux, mais en même temps, puisque l'autre va donner, ils vont en demander encore plus. Certaines personnes vont se dire, ou les autres vont penser que c'est des trous sans fond. C'est comme si c'est un puits, ils sont jamais contents, ils sont jamais rassasiés, ils sont insatiables, ils en veulent toujours plus. Ils ont un système d'alarme qui vont s'activer plus rapidement lorsque l'autre est jugé comme fuyant ou de mauvaise humeur ou un petit peu distant. Le cerveau pour ces personnes-là, le cerveau va comme créer des scénarios catastrophes avec un mélange d'angoisse, de colère, de culpabilité. Il va y avoir beaucoup d'émotions, ce qui va enclencher un flot de pensée, mais donc contribuer, maintenir un flot d'émotions, puis là ça va faire une espèce de cercle vicieux dans lequel euh, ça finit plus, puis qu'à un moment donné, la personne est comme plus capable de s'auto-réguler, s'auto-gérer. L'estime est quand même assez basse. Ils vont se comparer souvent aux autres. Ils vont se comparer à tout et rien en fait aussi. Ils vont être rapidement blessés par le manque d'approbation ou par les reproches. Euh, mais en même temps, ils vont avoir la critique assez féroce et fréquente envers les autres. Parce que ce qu'ils vont souvent reprocher à ce qu'il y a autour d'eux et aux autres va être égal à ce qu'ils se disent à eux-mêmes, à leurs propres reproches à eux-mêmes. Leur comportement va être un peu en lien avec une tentative d'être vu, d'être entendu, d'être compris et accueilli. Là, ici, on voit une ressemblance avec Lévitan, qui est un peu la même chose, mais au lieu de surinvestir quelqu'un, de surinvestir, de vouloir faire vivre à l'autre sa propre détresse, elle va plutôt se fermer parce qu'elle n'aura pas eu ce sentiment-là d'être vu, entendu et blablabla. Là. Comme je, il sera pas, ils n'auront pas ce sentiment-là, même s'ils le veulent. Fait qu'eux vont se bloquer, tandis que les anxieux, eux, ils vont plutôt envahir. C'est comme si le cerveau ne semble jamais vouloir aussi s'arrêter pour eux. On va faire un petit lien, tu sais, style d'attachement anxieux, l'anxiété en général. Fait que le cerveau s'arrête pas. La vie quotidienne est un flot d'émotions. C'est des inquiétudes, des angoisses sont souvent déclenchées par des choses qui sont complètement banales. Ils ont une fenêtre de tolérance assez étroite, sont vite dépassés par leurs émotions. Ils vont avoir des stratégies. La stratégie est de manifester pour pouvoir. Je vais reprendre ça. Pour un peu s'auto-réguler, comment ils vont faire, c'est que leur stratégie est de manifester le stress autour d'elles. Pour ne pas rester seul avec ces émotions-là. Elles vont donc le partager pour que les autres puissent faire prenez soin de moi. Ils peuvent y aller aussi par la plainte. Ça va être une démonstration d'une demande indirecte de soutien. Elle va chercher la sollicitude et à capter l'attention de l'autre par la plainte pour assurer sa présence auprès d'elle. Donc, l'autre, je me plains, l'autre m'écoute, je m'assure que l'autre reste proche de moi en faisant ça. Ce qui va arriver, c'est que le sujet de la plainte ne sera pas le problème réel. Ça va être une forme d'évitement du sujet douloureux, un peu comme les styles d'attachement évitant font. Ils vont
se couper pour éviter de ressentir le réel douleur. Ici, la stratégie de l'anxieux, elle est un peu différente, mais l'objectif reste la même, se couper de ce qui est réellement douloureux. Puis c'est là que je vais faire une petite parenthèse en entrant dans l'attachement sécure. Les émotions d'un attachement sécure vont circuler librement et fluidement en bonne quantité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas trop d'émotions, mais il va en avoir quand même. Ça ne sera pas ni trop peu d'émotions, ni trop d'émotions. Elles seront exprimées de façon adaptée dans un but de partage et ou de réconfort avec l'autre. Puis plus on est sécure, plus on sent l'émotion et on peut la communiquer. Fait que ça, dans le fond, ça crée ça renforce le lien ça renforce le lien entre deux personnes. Là, je vulgarise un peu, je shortcut un peu l'information sur l'attachement sécure. En deuxième parenthèse, il existe des émotions primaires et secondaires, comme j'ai expliqué dans d'autres podcasts sur les émotions. Les primaires, c'est ceux qui sont directement vécus par la personne. Je veux dire, il y a un danger, je vais vivre de la peur, je vais ressentir la peur et je vais exprimer de la peur. Mais il y a aussi des émotions un peu secondaires ça va être une émotion qui va en cacher une autre en fait. Ce qui vient difficile pour l'autre de comprendre justement comment je me sens. Ça, des émotions secondaires, ça arrive à tout le monde. Les sécures, les évitants qui eux vont plutôt être des experts pour les cacher encore. Ils vont cacher leurs émotions primaires mais aussi secondaires. Et les anxieux, eux, ce qui arrive, c'est pour ça qu'on arrive dans les deux parenthèses, c'est que les anxieux, eux, vont avoir de la difficulté à distinguer les émotions primaires et secondaires. Parce que dans le fond, pour eux, ce qui va arriver, c'est que ils ont une très grande difficulté à réguler leurs émotions. Ils vont ressentir beaucoup d'émotions, mais ils savent mais ne sait que faire lui-même de ses propres émotions. Un peu comme l'évitant aussi ici. Il sait pas quoi faire avec un trop d'émotions, fait qu'il se brare. Sauf que là, ici, c'est lui, il sait pas quoi faire, fait qu'il l'exprime à l'autre. Mais la façon de l'exprimer, c'est que toutes les émotions s'équivaut, sont toutes égales pour elle. C'est là que ça devient difficile de distinguer réellement comment ils se sentent. Ils vont vivre... puis là, Puis ce qui arrive, c'est que l'autre aussi finit par pas comprendre non plus. Là. Ils vont quand même vivre de la colère quand ils vont vivre l'émotion primaire ici serait de la tristesse, mais ils vont vivre plutôt de la colère. C'est comme une forme d'éviter la douleur, hein? Donc ils vont exprimer de la colère. Ils vont vivre de l'anxiété quand c'est des situations que ça va être plutôt de la peur et non de l'anxiété. Ici, je fais une mini parenthèse. Dans un autre podcast, je parle de l'anxiété et je distingue les termes justement de anxiété, peur. Parce que c'est pas parce qu'on vit de la peur qu'on est nécessairement anxieux. Mais c'est pas nécessairement qu'on vit de l'anxiété qu'on vit de la peur aussi. Je ferme cette parenthèse. Ce qui fait que eux autres, ils vont vivre souvent tout de manière anxieuse. Ils vont être des personnes qui vont revendiquer, râler, s'offusquer. Puis ça, c'est pour camoufler inconsciemment la grande tristesse et la déception. L'émotion secondaire, ça devient comme un déguisement aussi, un masque. Mais pour eux, c'est pas volontaire, c'est inconscient. Donc ici, puisque c'est un déguisement, un masque, on fait le lien avec le fait que ils veulent éviter quelque chose, hein, une grande douleur. Cela est une manière, pour eux c'est inconscient, c'est pas volontaire parce que c'est une manière d'être, hein, c'est une manière de faire. Un peu comme quand je parlais avec l'évitant, ça devient une façon de vivre. Là. Ils vont pas distinguer. En fait, ça va devenir une part de leur identité. Ça va devenir dur pour eux de faire autrement ou d'être autrement. Il a appris que pour recevoir des miettes, il doit maximiser, amplifier ses comportements d'attachement. Il va se foutre
excusez-moi du langage, il se fout du résultat que ça va donner tant et aussi long sur l'autre, là, mais tant et aussi longtemps que pour l'autre, ben ça va être je le garde près de moi. Fait qu'ils vont amplifier. Que l'autre le vive mal ou pas, c'est pas important. Que ça crée de la colère ou que ça crée de la joie, pour eux, c'est pas important. C'est tant que je te garde près de moi. Elles en arrivent à ne plus savoir ce qu'elles ressentent réellement finalement. Là, ici, on va faire un petit parallèle avec l'évitant. L'évitant se coupe, il ne sait plus ce qu'il vit. Ben, l'anxieux, il vit tellement d'affaires qu'à un moment donné, il finit par plus savoir ce qu'il vit. L'anxiété, ça va empêcher la personne de ressentir, d'exprimer et de traverser ses émotions profondes. Ça va être un obstacle à l'introspection, ça va bloquer la compréhension de son propre vécu émotionnel et de ses pensées. Ça va bloquer le sens de ce qu'elle est en train de vivre ou de son vécu. Ça va empêcher le pas de recul, ça va empêcher de s'apaiser. Ils vont être déconnectés ils vont être déconnectés du moment présent et déconnectés de l'autre personne. On fait encore ici un lien avec l'attachement évitant. C'est juste que dans la façon de faire ou la façon d'être, c'est différent. Mais l'objectif reste un peu la même affaire. Là, on revient ici sur la colère que j'avais parlé juste au début. La colère va être souvent l'émotion la plus refoulée. Même si tantôt j'ai dit qu'elle serait celle où ils vont râler, ils vont l'exprimer beaucoup. Parce que la colère qu'ils vont exprimer beaucoup ne sera pas l'émotion primaire, mais bien l'émotion secondaire. Tandis qu'ils vont refouler l'émotion primaire de colère. Puis là, on va aller un petit peu dans l'explication. Ayant eu des parents qui sont eux-mêmes anxieux, inconstants, des fois incohérents, parfois imprévisibles, l'enfant recevait parfois du soutien et du réconfort, parfois non. Fait que ça devenait difficile pour eux de comprendre, ok, là je suis rassuré, là je le suis pas. Fait qu'ils vont développer, ils vont apprendre à vivre avec l'incertitude d'être pleinement rassurés, ce qui va créer de la colère, des frustrations. Fait que contrairement ici à l'évitant qui apprend à ne pas compter. Ah non, excusez-moi, je recommence. Contrairement à l'évitant qui apprend à ne compter que sur lui-même, l'anxieux ne compte que sur les autres. Il attend de l'autre de le rassurer, mais cela n'arrive pas ou arrive très peu. Il va ressentir des frustrations qu'il ne s'autorise pas à vivre pleinement, car le lien entre les deux personnes là, sera mis à mal, puis ça se peut qu'il y ait des chances qu'il se retrouve seul, puis ça, il ne le veut pas. Donc, la colère sera refoulée, mais sera toujours présente. Elle sera exprimée par d'autres situations, en forme de plainte, ou va ressortir souvent en forme d'anxiété, un style d'attachement anxieux. Hein. La vie de couple, elle, ça va être des gens qui vont être très peu vivre le célibat, là, ou ça va être des très courtes durées. J'en connais des personnes de même. Je connais une personne qui a passé 4 ans dans un couple. Elle est passée le lendemain que le couple était terminé, elle était avec quelqu'un d'autre, et quand ça s'est terminé avec cette personne, je te dirais pratiquement 2 jours après, elle était pas en couple avec l'autre, mais elle était déjà en même pas. C'était même pas 2 jours après, c'était 2 jours, une journée avant qu'elle mette une distance dans ce couple-là. Elle a été chez la personne, elle a vu une manière différente de fonctionner, de vivre, puis là, elle a pris une distance avec l'autre parce que répondait plus tout à fait à mes besoins. J'étais plus trop bien, fait que là, il y a eu une distance, mais tu sais, même pas une semaine après, elle était déjà en train de vivre, de presque d'être en couple avec l'autre, passer tout son temps avec, parler souvent avec. Tu sais, elle a transféré en 3 relations en même pas 1 an, tu sais.
Euh, mais en même temps, la personne, elle m'avait nommé aussi que avant la relation de 4 ans, elle avait été rien qu'un mois célibataire. Là, elle a été dans une relation d'un an. Puis avant la relation d'un an, c'était pas mal une semaine tout seul. T'sais, elle a jamais été seule avec elle-même. Donc la personne va s'identifier. Ben, elle va créer une identité de couple, mais elle n'aura pas d'identité personnelle. Ce qui fait qu'elle va vouloir éviter le plus possible de être seule. Ce qui fait qu'elle ne met, elle va tout faire pour que le couple fonctionne. Puis quand elle se sentira plus assez bien pour que le couple fonctionne, si elle n'a pas travaillé sur elle le sentiment de sécurité, un sentiment de sécurité, elle va pas nécessairement partir à la recherche de quelqu'un d'autre, mais elle va avoir la possibilité de voir quelqu'un d'autre. Fait qu'elle va préparer un peu le terrain à elle-même pour aller vers quelqu'un d'autre et c'est ça qui va lui faciliter un peu la tâche de terminer une relation pour en commencer une nouvelle, même si elle ne sera pas nécessairement publique ou même si elle ne sera pas affichée, mais tu sais, elle peut même se dire qu'elle n'est pas dans une relation amoureuse en ce moment, ce qui est vrai, mais elle est quand même dans une relation. Elle va avoir quand même transféré ce qu'elle avait d'un à l'autre. Fait qu'elle va avoir une. Elle va avoir, quand même toujours avoir quelqu'un proche d'elle. Ils peuvent aussi donner l'impression d'avoir besoin d'être pris en charge et même sur le côté matériel. T'sais, c'est pas juste occupe-toi de moi, j'ai trop d'anxiété. Là, je suis pas capable de faire telle affaire, j'ai de la misère mais tu sais, ça sera pas exprimé comme ça. Des fois, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus même des fois cute. Là. Des fois, on tombe sur un charme de faire comme ah mon Dieu. Des fois, ça peut être une. Mais tu sais, même du côté matériel, dans le sens que moi, je connais quelqu'un que elle vit pas, la personne ne vit pas à Sherbrooke, mais euh, elle va se chercher quelqu'un qui vit à Sherbrooke pour pouvoir être proche de son travail, être proche de ses amis, être proche de son école, être proche de. Tu sais, et en même temps être loin d'une personne de sa famille, là, mais tu sais, elle va trouver quelqu'un qui va pouvoir lui donner un toit, lui donner une place où pouvoir dormir autre que parce que les loyers coûtent beaucoup trop cher. Ça, ce qui va faire en sorte un peu que ça va. C'est rare que ça va toffer dans le temps, ce genre d'arrangement-là, ce genre de situation-là, parce qu'inévitablement, ce qui va arriver, puis on va rentrer dedans, c'est qu'il va y avoir des frustrations d'une part et d'autre qui vont finir par naître parce que, dans le fond, euh, il n'y a pas une réelle connexion entre deux personnes. Puis c'est là que je vais pas tout de suite en parler. Ben, en fait, je vais rentrer tout de suite dans euh, les styles de couple entre, mettons, deux anxieux ensemble. Ben, tu sais, la lune de miel, ça va être vécu comme étant magique, magnifique, fantastique. Et comme la personne va comparer beaucoup la relation d'avant à la nouvelle, ils vont se sentir tellement mieux, tellement émerveillés par la nouvelle, tellement genre, ah, tu m'apportes plus, tu me ci, tu me ça, ah, tu me fais sentir tellement plus légère, mon anxiété, je suis capable de la vivre. Tu sais, ils vont vivre de la légèreté. Euh, Sauf que, tu sais, ils vont avoir l'impression d'avoir enfin trouvé leur moitié. C'est rare qu'ils vont vivre une séparation. Tu sais, tout le temps libre qu'ils peuvent vivre ensemble, ils vont le vivre ensemble. Mais ça se peut aussi qu'il y ait des moments où ils vont vivre séparément, puis tu sais, ils vont se dire ah, on vit séparément, je me sens bien, mais ils vont quand même vivre une certaine petite forme d'anxiété sans trop l'exprimer. C'est quand même une petite frustration. Sauf qu'au premier retard de texto, au premier retard, aux premières distances exprimées, euh, au premier, à la première tension qui va arriver, ben là, ça va recréer, toute l'anxiété va revenir. Là. Fait que la personne va perdre de vue que l'autre est un autre, qu'ils ne sont pas qu'une seule entité. Fait que ça va faire vivre beaucoup de douleur, ça va créer beaucoup d'émotions. Puis là, je fais une autre parenthèse ici. D'une relation à l'autre, comme j'avais dit, on peut être une personne plutôt évitante habituellement, mais dans une autre relation, on va devenir anxieux, mais on peut vivre aussi
un style d'attachement évitant et anxieux en même temps, dépendamment de comment ça fonctionne. Tu sais, dans le sens où on peut être des personnes qui vivent de style d'attachement, quand on n'a pas d'attachement envers la personne, là, on va être plutôt du style évitant. Puis quand on commence à réellement sentir un attachement envers la personne, on va devenir anxieux. Mais l'inverse est aussi vrai. On peut vivre de l'attachement anxieux au départ, puis plus l'attachement va se créer, plus on va sentir que l'autre est avec nous, puis plus on va devenir évitant. Ça se peut. Je reviens au style de couple anxieux-anxieux. La personne va se dire, ou vont se dire l'un l'autre, tu as changé, tu n'es plus la personne que j'ai rencontrée qui me fait rêver, je ne fais pas assez ce qu'il faut, c'est à moi d'être plus présente. Ça se peut qu'ils ne se le disent pas, mais qu'ils le pensent, mais ça se peut qu'ils le disent aussi. Ça peut être une relation qui va toffer dans le temps, mais ça va créer une atmosphère de reproche mutuel, d'insatisfaction générale qui va régner. Ça va être une atmosphère, si on a une famille, ça va être pesant, ça va être lourd, ça va être beaucoup de chicanes. Ce qui me revient à la vie de couple, si c'est pas pour les bonnes raisons, ils vont être capables de se dire waouh, c'est si magnifique. Puis là, ils vont être capables de se nommer des choses. Tu sais, hey, c'est plus proche, voici l'avantage de ci, de ça. Mais tu sais, ça va être du côté matériel pour, mettons, un logement ou pour utiliser le char de l'autre, mettons, à la place, ou justement pour que l'autre personne va créer des moments pour faire des activités, vont payer peut-être pour faire des sorties. Ça ne veut pas dire que nécessairement la personne qui vit un style d'attachement anxieux elle n'a aucune autonomie. Il y en a qui n'en auront pas, il y a des degrés, mais il y en a qui vont en avoir quand même un minimum. Ils vont être capables de faire certaines choses tout seuls. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépourvus. Là. Mais pour eux, inconsciemment, ils vont voir les avantages d'être avec une personne, mais ils vont pas se rendre compte que cet avantage-là, ben, c'est pas de l'amour. C'est juste un avantage de plus, mettons, à avoir avec une personne. Sauf que ils feront pas la différence entre comment qu'on crée un lien pour qu'il se maintienne relationnel, puis un avantage comme justement avoir un logement ou une maison, là, peu importe. Là. Ce qui fait que au final, ça va probablement créer des tensions. Fait que dans leur tête, quand ils se mettent en couple, justement, encore là, c'est pas nécessairement la phrase exacte qu'ils vont se dire, mais ils vont quand même dire je ne suis pas seul, j'ai quelqu'un auprès de moi. La séparation physique est une source d'anxiété, donc en fait, ils vont se dire je suis pas seul, j'ai quelqu'un auprès de moi, je me sens aimé, je me sens ci, je me sens ça. Puis pour eux, la séparation physique est une source d'anxiété. Fait que ça se peut que pendant la séparation physique, ils vont avoir une espèce de forme d'anxiété sur et s'il lui arrive quelque chose, s'il rencontre quelqu'un d'autre, s'il me trompe, s'il m'oublie, s'il se rend compte que je ne suis pas si intéressant que ça. Fait que c'est un peu ça les scénarios catastrophiques qui vont se créer. Il peut exister le couple anxieux sécure. Ça, c'est assez facile, là. Ben, assez facile, c'est une manière de parler, là. C'est pour eux, ben, pour les anxieux, autant que pour les évitants, là, c'est un terreau assez fertile pour la guérison, là. Autant pour l'anxieux que l'évitant. Pendant cette relation-là, ils vont acquérir progressivement le sentiment de valeur, plus d'autonomie. Ils vont devenir un peu moins dépendants pour se définir eux-mêmes, créer une nouvelle identité, celle où je peux être seul, parce qu'ils vont se percevoir peu à peu comme étant intéressants, comme ayant des qualités et des intérêts spécifiques à eux. Ils vont apprendre à vivre leur solitude. Ça sera pas aussi beau ou aussi facile, on s'entend, ça va être semé d'embûches, il va y avoir des prises de tête, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir des chicanes, il va y avoir des incompréhensions. Tout ça se peut, tout ça va exister. C'est juste qu'avec une personne sécure, où, je reviens, les émotions sont fluides et circulent librement dans le corps et peuvent être exprimées de manière adéquate,
C'est une manière pour l'autre de comprendre comment je peux vivre et exprimer mes émotions et mes incertitudes, et l'autre reste présent et sécure et me réconforte de manière cohérente et constante. Donc j'apprends moi-même à devenir cohérent et constant dans ce que je vis intérieurement. On a passé la relation anxieux-anxieux, mais il existe aussi la relation anxieux-évitant. Comme j'ai fait une bonne partie dans la relation anxieux-évitant dans l'autre podcast de style d'attachement évitant, il va y avoir, je dirais pas tout ce que j'ai déjà nommé, il va y avoir certaines informations qui se ressemblent, là, mais ça va être assez court. Ce qui est assez courant comme configuration de relation, parce que inconsciemment, l'humain va être attiré par ce qui nous manque en nous. Chacun, puis pendant la phase de lune de miel qui peut durer entre, mettons, 3-4 mois jusqu'à 2 ans, chacun va faire des efforts pour l'autre. Ils vont pas nécessairement dire hey, je fais des efforts pour toi, mais intérieurement, chacun va se dire je fais des efforts pour l'autre. Puis ils verront pas nécessairement tous les défauts de l'autre, où ils vont le voir, mais tu sais, ils vont comme passer à côté. Sauf qu'à travers le temps, progressivement, les différences vont être de moins en moins tolérées. Les difficultés vont être moins tolérées. Puis là, l'un va activer l'autre directement dans ses blessures d'attachement. Comme le style d'attachement anxieux a un grand besoin d'attention et de proximité, ça va activer l'évitant qui va se sentir envahi, donc prendre distance et ainsi activer l'anxieux. Ça, je l'avais déjà expliqué. Le couple peut durer longtemps dans des phases de rapprochement, de séparation. Sauf que, avec le temps, qui vont vivre beaucoup de phases de séparation-rapprochement, ben les phases de séparation vont devenir de plus en plus longues et les phases de rapprochement de plus en plus courtes. Ce qui va créer plus de frustration pour les deux. Si les deux décident de faire un travail sur soi, sur leur, puis que les deux peuvent apprendre à se rassurer, se respecter, s'écouter, être là, reconnecter avec leurs émotions ou redécouvrir leurs émotions, être capable de les distinguer, de les exprimer. Puis que l'objectif est de l'objectif en fait, ça va être de travailler sur ce qui active les blessures. En général, souvent, chacun fait une thérapie, mettons, s'ils le veulent, chacun de leur bord, puis ils peuvent aussi faire une thérapie de couple, mais ils ne sont pas nécessairement obligés de faire les deux. Mais je pense qu'une thérapie de couple seule, dépendamment qui, ça ne sera pas simplement suffisant. Pourquoi? Parce que dans une thérapie de couple, le principe, c'est de travailler le couple. Et on peut aller en thérapie de couple aussi quand ça va bien. Pas nécessairement en lune de miel puis tout, mais ça peut être pour travailler certaines affaires. Aller en thérapie de couple quand ça va vraiment très mal puis on est en train de s'auto-détruire puis se déchirer, c'est pas le temps parce que il y a d'autres bobos, il y a d'autres blessures, il y a d'autres choses à aller travailler, chacun de son bord avant de travailler le couple parce que ce qui va détruire, mettons, on va dire ça de même, détruire entre parenthèses le couple, c'est nos blessures personnelles. En général, là, où on parle pas juste de style d'attachement ici, là, on parle de toutes les blessures qui peuvent exister, tous les problèmes qui peuvent exister, là. On les nommera pas ici, là, mais fait que moi, je pense que ça serait mieux de faire des thérapies individuelles et de mettre en application les trucs individuels en premier, puis essayer de les travailler en couple aussi. Mettons que c'est... Puis après ça, envisager la thérapie de couple pour faire un travail complémentaire. Je vais dire ça de même. Là, on passe à un autre sujet, là, je m'excuse. Là. La sexualité est un sujet qui va être très, très important et ils vont se surinvestir pour les personnes en style d'attachement anxieux. Parce que pour eux, c'est un pivot central. Ils vont l'utiliser comme baromètre d'équilibre et de bien-être du couple. La sexualité va être un espace de connexion. En fait, c'est un espace de connexion et d'intimité. Sauf que pour eux, ils vont confondre amour et sexualité. Pour eux, ça va être une phase. La sexualité, c'est quelque chose de très romantique. C'est un acte de grande attention, de grand amour.
Ils vont préparer les meilleures conditions pour que ça arrive. Puis pour eux, c'est une action, c'est une situation qui est égale à se rassurer. Pour, la sexualité peut être utilisée comme aussi pour retenir l'autre. Hein? Ils peuvent s'oublier dans leur envie, dans leurs limites, ils peuvent même se sacrifier. Là, ça peut être, même à l'extrême, ça peut devenir un moyen de contrôle sur l'autre. Puis pour eux, ça va être toute baisse de fréquence, ou durant l'acte, ils vont sentir une certaine absence, ou pas toute là, ou ils vont être plus ou moins ça me tente. Ils vont le voir comme de l'éloignement, une distance, donc ça réenclenche. Puis là, on va tomber dans un autre ordre d'idées. Hein. Pas juste des choses négatives pour les personnes avec un style d'attachement anxieux. Hein. Il y a quand même du positif, là. C'est souvent, c'est souvent des gens au grand cœur, puis ils vont être à l'écoute des autres. Hein. C'est des gens sur qui on peut compter, ça va être les premiers présents. Ils vont souvent remercier pour pour plein de choses. Ils vont vivre un beau moment, ils vont texter plus tard pour dire hey, c'était une belle soirée. Ils vont quand même donner beaucoup d'eux. Puis ils vont quand même beaucoup donner de la considération à l'autre, parfois même à s'oublier, là, mais ça c'est une autre histoire. Hein. Ils ont une bonne capacité d'écoute et d'empathie. Ils vont comprendre quand même, vu qu'ils vivent quand même beaucoup d'émotions, ils vont quand même facilement comprendre les émotions des autres. Pas nécessairement super facilement, mais tu sais, quand quelqu'un va pas, ils vont le voir. Puis ils vont souvent se proposer comme hey, si tu as besoin, je suis là, si tu veux en parler. Ils vont être les premiers, là. Ils vont souvent se proposer pour être présents. C'est souvent eux qui vont des styles de travail comme la relation d'aide, infirmière, tout ce qui est en lien avec l'humain, avec la présence à l'autre. Parce que pour eux, au travail, c'est aussi eux qui vont être les premiers. Ils vont s'engager beaucoup dans la construction de liens sociaux entre les collègues. Parce que pour eux, le travail aussi est un lien d'échange, hein, de relation, donc de créer. Fait que ils vont souvent prendre des emplois où tu es en lien avec d'autres personnes. C'est un peu ce qui va conclure la première partie du style d'attachement anxieux, qui est quand même plus courte que la plupart, que les autres de phase d'évitement. L'exemple, c'est que le style d'attachement anxieux, en premier lieu, il y a beaucoup de traits qui vont ressembler à l'anxiété en général, tu sais. On peut confondre parfois une personne qui va vivre de l'anxiété et une personne au style d'attachement anxieux. Parce qu'il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, ils ont beaucoup de caractéristiques quand même qui se ressemblent. Puis j'ai quand même un podcast, une vidéo faite sur l'anxiété, là. Dans cette première partie, il n'y a pas de version sur comment apprendre à travailler sur le style. Ça, je vais le faire sur la deuxième vidéo. En même temps, je vais dire que il y a des ressemblances avec un peu de différence aussi, là, mais il y a des ressemblances avec le style d'attachement évitant quand même. Vous avez pu remarquer par vous-même, ou même moi qui l'ai nommé à quelques reprises, qu'il y a quand même des ressemblances avec l'évitant là, sur les objectifs, sur les façons. C'est surtout dans le faire et le comment qu'ils le font qui est différent, tandis que le fond reste un peu pareil. Fait que, travailler sur ses émotions, les deux, il faut qu'ils le fassent, mais pas de la même façon. Il y en a un qu'il faut qu'il se reconnecte, tandis que l'autre, il faut qu'il apprenne à s'apaiser. Mais dans tous les cas, si le principe de se reconnecter, c'est d'être capable de s'apaiser, parce que l'émotion est trop intense, donc je me bloque. Donc, il faut que j'apprenne à m'apaiser. Tandis que pour l'anxieux, lui, c'est je le fais vivre aux autres, mais il faut que j'apprenne à m'apaiser. Ce qui fait en sorte que il va y avoir quand même beaucoup de ressemblances, donc je ne vais pas m'éterniser dans cette vidéo-là, il y en a déjà un autre. Et c'est ce qui va conclure cette partie.